Bonsoir, chers candidats, chères candidates, chers élèves. Et vraiment, nous sommes aujourd'hui sur la suite de l'étude des œuvres du XXe siècle, français toujours. La fois dernière, nous avons vu une des œuvres vraiment qui a marqué les siècles, qui s'appelle ici La peste d'Albert Camus. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec les mains sales de Jean-Paul Sartre. Mais avant de dire quoi que ce soit, il n'y a pas d'œuvre sans auteur. Ce sont les auteurs qui font les œuvres de ce qu'elles sont. Donc ici, nous allons nous intéresser de savoir qui est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre est né le 21 juin 1905 à Paris, dans une famille bourgeoise. Il perd son père après 15 mois de sa naissance. Il est récupéré avec sa maman Anne-Marie par ses grands-parents maternels. Charles Choisy se passionne pour l'éducation de son petit-fils, en qui s'éveille de bonne heure le goût très vif pour la lecture. Le remariage de sa mère en 1917 provoque une profonde rupture dans la mentalité de Jean-Paul Sartre. Après avoir échoué à l'agrégation de philosophie en 1928, il est quand même reçu premier l'année suivante. Il enseigne au lycée Le Havre en 1936 et également dans plusieurs autres lycées jusqu'en 1944. En 1939, Sartre est mobilisé, fait prisonnier en 1940, libéré l'année suivante grâce à un faux certificat médical. Et en 1943, il fait la connaissance d'Albert Camus à travers la représentation de sa pièce de théâtre Les Mouches. Sa philosophie de l'existentialisme connaît alors un immense retentissement dans le monde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il met au premier plan l'exigence de l'engagement de l'intellectuel. Et en 1964, Sartre refuse le prix Nobel par crainte de se voir de son vivant comme une institution officielle. Atteint de cécité, le pape de l'existentialisme s'est éteint le 15 avril 1980 à Paris. Plus de 50 000 personnes ont assisté à son enterrement. Donc, chers élèves, chers candidats, chères candidates, comme vous venez de le voir, voilà brossé la vie de ce brillant, vraiment auteur français. Il est né en 1905 à Paris. Mais très malheureusement, dès après sa naissance là, ça veut dire 15 mois après sa naissance, son père biologique est mort. Et laissant alors Jean-Paul Sartre dans les mains de sa maman. Mais heureusement, celle-ci et le nouveau-né ont été vite récupérés par ici vraiment les grands-pères et les grands-parents maternels. C'est là que la maman de Jean-Paul Sartre, qui s'appelle Anne-Marie, va rejoindre le domicile de sa famille paternelle. Donc, alors, maternelle, s'il vous plaît. Donc ici, il est parti alors dans la famille maternelle. Et le père de sa maman, ici, c'est lui qui s'appelle Charles Choisy. Donc c'est lui qui ils vont s'occuper bien de Jean-Paul Sartre et de sa maman. C'est ainsi que vraiment la vie de ce brillant auteur français du XXe siècle va nous étonner à plus d'un titre. Mais à partir de 1917, sa maman va se remarier à un autre époux. Cela va ici vraiment provoquer une profonde rupture dans la mentalité de Jean-Paul Sartre. Lorsque les mamans perdent leur premier mari, il est normal que la femme se remarie. Donc là, souvent, s'il y a des enfants qui sont nés, ça cause souvent des problèmes, tel fut le cas de Jean-Paul Sartre. Mais la chance de Jean-Paul Sartre, non seulement il est né dans une famille bourgeoise, donc dans une famille riche, mais aussi le père de sa maman l'a beaucoup approché, l'a beaucoup aimé. Et là,
Et ce dernier a découvert très tôt les talents ici de Jean-Paul Sartre, depuis à bas âge. Comment il a découvert ça? Il a su que son petit-fils aime beaucoup la lecture. Et là, c'est pourquoi ici, beaucoup disent même que Jean-Paul Sartre a grandi dans les livres. Parce que son grand-père, là, lui a créé toutes les bonnes conditions pour qu'il puisse étudier. Alors là, vous allez comprendre que lorsqu'il va échouer pour la première fois à l'agrégation de philosophie, mais l'année qui va suivre, par son courage, Jean-Paul Sartre sera déclaré premier, là où il a échoué l'an passé. Donc c'est l'occasion pour nous de dire aux candidats qui ont échoué l'an passé, ou bien des années précédentes, vraiment de prendre beaucoup de courage, que ce n'est pas l'échec ici qui doit vraiment freiner leur élan. On peut échouer cette année et être premier l'année prochaine. Donc c'est comme ça que Jean-Paul Sartre a là. Donc ici, vous allez comprendre qu'à partir de 1943, il fera la connaissance d'Albert Camus. Là, on a parlé d'Albert Camus la fois dernière. Ils sont les deux plus grands animateurs vraiment de ce courant, le courant du XXe siècle appelé l'existentialisme. Donc ici, c'est à partir de 1943 et qu'il a connu ces derniers, ils se sont liés amitié. Sinon, lui, il est plus âgé que Albert Camus parce qu'il est né en 1905 et Camus est né en 1913. Donc là, il va continuer jusqu'à ce que en 1939, à la faveur de le début de la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez mieux que moi, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Donc ici, déjà, Jean-Paul Sartre s'est donné comme volontaire pour combattre ici sur le front. Là, ici, il devient mobilisé à partir de 1939. Bien avant même l'appel à la résistance lancé par le général de Gaulle à partir du 18 juin 1940, à la faveur de la grande offensive allemande sur le territoire français, ici en 1940, précisément au mois de juin. Donc ici, mais Jean-Paul Sartre n'a pas attendu l'appel là du général de Gaulle pour vraiment venir au secours de la patrie. Donc à partir de 1939, déjà, lui, il est mobilisé. Et là, ici en 1940, il est prisonnier. Et en 1941, il est libéré, mais grâce à un faux certificat médical. Donc ils ont dû fabriquer un faux certificat médical sous prétexte que Jean-Paul Sartre serait malade. Donc c'est comme ça qu'il a été finalement libéré. Donc vous allez comprendre que Jean-Paul Sartre, dont on parle, a enseigné aussi dans plusieurs lycées, dont le lycée de Havre, et dans plusieurs autres lycées jusqu'en 1944. Donc ici, il a continué à enseigner dans beaucoup de lycées jusqu'en 1944. Et le fait marquant, très marquant, c'est l'année 1964. En 1964, Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel. Ce que les autres cherchent. Lui, ce prix-là lui a été offert, mais qu'il a refusé. Pourquoi? Il a refusé parce que il n'a pas voulu que son nom soit institutionnalisé. C'était par crainte de voir de son vivant son nom comme une institution. Donc là, c'est là qu'il a refusé le prix Nobel. Donc ici, beaucoup cherchent le prix Nobel, mais Sartre a refusé le prix Nobel. Donc si vous allez voir que vers la fin de sa vie, Jean-Paul Sartre a été atteint de la cécité. C'est-à-dire la maladie des yeux. Donc presque, il est tombé aveugle. Donc ici, il était devenu malvoyant. Il n'était pas ici comme... il ne pouvait pas voir comme cela se doit. C'est une maladie. Donc là, et finalement, jusqu'à 1980, le 15 avril, notre grand écrivain, ici, le dramaturge, l'essayiste, l'homme de théâtre et homme politique engagé, a rendu l'âme 1980 ici, le 15 avril à Paris.
Mais laissez-moi vous dire que plus de 50 000 personnes ont assisté aux funérailles, donc à l'enterrement de Jean-Paul Sartre, comme pour lui rendre hommage. Parce que vous allez voir tout de suite là, lorsqu'on va parcourir notre plan, vous allez découvrir qui était vraiment Jean-Paul Sartre. C'est pourquoi il a été beaucoup honoré, très honoré par la présence de plus de 50 000 personnes ici vraiment lors de ses funérailles à Paris en 1980. Ainsi, nous parlons de Sartre, compagnon de route. Sartre partage sa vie entre la création artistique, la réflexion philosophique et surtout l'engagement politique. Ainsi, il rejoint pour l'essentiel des positions du Parti communiste, en se rendant successivement en Union soviétique, en Chine, au Cuba, en Roumanie. Il dénonce le colonialisme en Afrique. Il dénonce la guerre américaine au Vietnam. Il dénonce les camps de concentration nazis. Il participe même activement à la révolte étudiante de mai 1968 en France. Voilà pourquoi il est nommé ici Jean-Paul Sartre, compagnon de route de tout ce qu'on a cité là. Qu'est-ce à dire? La vie de Sartre se partage entre la création artistique, la réflexion philosophique et surtout l'engagement politique. Vous allez voir que Jean-Paul Sartre, ses combats ne se sont pas limités seulement en France. Il est allé au-delà, ici, dans toute l'Europe, et voire même ici vraiment à travers le monde, à travers ses prises de position, pour dénoncer tel fait, pour dénoncer tel comportement, pour critiquer ça, pour dire ça, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il est appelé Jean-Paul Sartre, compagnon de route, parce qu'il a tenu compagnie de beaucoup de choses. Comme par exemple, il a accompagné ce qu'on appelle les mouvements communistes, le communisme. Donc partout où le communisme a vécu, a fait succès, Jean-Paul Sartre s'est déplacé et est venu ici vraiment les encourager, comme l'Union soviétique, comme la Chine, comme le Cuba, comme la Roumanie et tant d'autres. Donc mais aussi, il ne s'est pas limité là-bas. Jean-Paul Sartre a dénoncé vigoureusement le colonialisme en Afrique. Il est d'ailleurs l'un des rares auteurs blancs ici qui a soutenu valablement ce qu'on appelle la mise sur place ou alors la mise sur pied de ce qu'on appelle la littérature africaine d'expression écrite. Lorsqu'il nous dit par exemple la douleur et la souffrance que les Africains ont subi pendant la colonisation est une chance unique ou alors est une chance inouïe. Ça ne veut pas dire qu'il soutenait là l'empire, l'entreprise maudite qu'on appelle la colonisation. Il ne soutenait pas ici la colonisation, mais il a voulu seulement s'allier le fait que c'est à partir de la colonisation que les Africains ont eu le courage, les intellectuels bien sûr, ont eu le courage de prendre la plume et noter quelque chose, les souffrances, d'où le début ici vraiment de la littérature africaine d'expression écrite. Sinon la littérature, on en connaissait, mais c'était dans sa forme orale. Donc l'Afrique connaissait la littérature orale depuis avant la pénétration coloniale. Mais la littérature écrite, là nous le savons nous tous, que la littérature écrite est née sur les pas de la colonisation. Donc qui parle de colonisation parle de frustration, parle de douleur, parle de souffrance, parle de sévices corporels. Donc c'est ce qui fait que vraiment cela a poussé ces mauvais traitements, ces mauvais comportements des colonisateurs ont poussé les premiers intellectuels africains ici vraiment à prendre la plume et noter. Si vous voulez pour mieux voir ça au clair, je vous renvoie de lire Batouala. Batouala de René Maran, parce que cette œuvre date
de 1921. Il fait partie des œuvres, les premières œuvres de la littérature africaine d'expression écrite. Donc ici, vous allez voir comment le noir a été maltraité. Comment le noir ici vraiment était soumis à l'exploitation économique. Comment le noir était violenté physiquement. Comment le noir était insulté, était considéré comme un animal, comme une bête. Donc ça, ici, c'est dans ça, c'est ce qui a poussé les écrivains marrants dont il est question, ici dans l'œuvre-là, a vécu la colonisation. Il a été le témoin d'un fait, quelque part en Afrique. C'est ce qui lui a permis d'écrire Batouala. Donc, comme si j'en reviens ici, c'est la même chose. Le colonialisme, il a dénoncé le colonialisme en Afrique. Et là même aussi, même qu'il a dénoncé la colonisation, mais il y a aussi d'autres écrivains, c'est pas étonnant, d'autres écrivains français ou bien tout court européens ont dénoncé la colonisation. Ils n'ont pas accepté vraiment l'idée de la domination ou bien le fait que les autres blancs ont dit que l'Afrique n'a pas de culture, n'a pas de civilisation, n'a pas de ceci, cela. Non, ils n'ont pas accepté. Comme par exemple Théodore Monod, qui dit que le noir ici n'est pas un homme sans passé. Il n'est pas tombé d'un arbre avant-hier. L'Afrique est littéralement pourrie des vestiges préhistoriques. Ça, c'est aussi un Français vraiment qui a soutenu l'existence, la réalité de la culture africaine. Ou alors, lorsque je prends cet élément-là aussi, le Frobenius, qui nous enseigne que le noir est civilisé jusqu'à la moelle des os. L'idée du nègre barbare est une pure invention européenne. Donc, vous voyez ça? Donc, ce sont des blancs, vraiment, qui ont soutenu valablement l'existence d'une culture africaine pendant la colonisation. Tous les blancs n'ont pas soutenu la colonisation. Donc, c'est dans ça que nous citons ce qu'on appelle Jean-Paul Sartre, que nous citons Théodore Monod, que nous citons Léo Frobenius, que nous citons ici Maurice Delafosse. Ainsi, vous allez comprendre qu'il a dénoncé aussi la guerre américaine au Vietnam. Il a dénoncé cette guerre injuste-là. Il a dénoncé aussi les camps de concentration nazis. Lorsque Hitler a construit les fours crématoires contre les Juifs, pour extraire leur huile, là, ça, c'est extrêmement dangereux, c'est inhumain. Et vous allez voir qu'il a même participé activement aussi à la révolte étudiante de mai 1968 en France. Vous savez, l'histoire retient que 1968 n'a pas été vraiment une année belle en France. Ça a été une année particulièrement troublée. Il y avait eu trop de mouvements, trop de contestations, trop de grèves dans les milieux scolaires et étudiantins. Donc là, Jean-Paul Sartre ici était un des éléments actifs de ce mouvement-là. Et vous allez voir que après ça, Sartre, compagnon de route, nous revenons maintenant sur les œuvres de Jean-Paul Sartre. Sur les œuvres de Jean-Paul Sartre, Sartre fut un créateur vraiment dans la littérature. Jean-Paul Sartre est un auteur dense, immense et ponctuel. Il a exercé presque tous les genres: théâtre, roman, essai, autobiographie. Entre autres, on peut citer L'imagination. Ça, c'est sa première œuvre, 1936. La nausée, 1938. Le mur, 1939. L'imaginaire, 1940. L'être et le néant, 1943. Les mouches, 1943. Chemin de la liberté, 1945-49. La paix respectueuse, 1946. Les mains sales, qui nous concernent, appelés d'un titre, 1948. Les diables et les bons dieux, 1951. La critique de la région dialectique, 1960. Les mots, 1963. Et enfin, l'idiot de la famille, 1971-1972.
La rédaction de cette œuvre a été faite ici presque par étapes. En raison de la maladie, je parlais de la cécité. Finalement, la rédaction par Sartre lui-même a été stoppée. Donc là, il n'a pas pu faire ça convenablement, il faisait par étapes parce qu'il était tombé malade. Donc voilà ici les œuvres produites par Jean-Paul Sartre. Mais de toutes ces œuvres, celles qui nous concernent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les mains sales. Et quelle est la signification des mains sales? Qui peut avoir les mains sales? Qui a les mains sales? Comment avoir les mains sales? Nous parlons de politique. Là, en politique, les mains sales désignent tous les mauvais comportements, tous les comportements sales. Quand vous citez ces comportements sales, vous avez les mensonges. Vous avez les crimes. Vous avez les tueries. Vous avez la tromperie. Donc, etc., etc. Quiconque use de ces éléments-là, en matière politique, cette dernière a les mains sales. Donc, ici, ont les mains sales tous ceux qui ont mandaté Hugo à tuer Odorer. Vous allez voir qui est Hugo dans un texte là, ou bien qui est Odorer. Donc ici, ce sont pour la désignation, l'image symbolique de ce comportement sale là, qui désigne les mains sales. Parce que dans la politique, il faut user du mensonge. Il faut user ici vraiment des crimes, de la tuerie, de la tromperie, de la trahison et beaucoup d'autres choses. Donc c'est ce qu'on appelle ici vraiment les mains sales. Lorsque je vais entrer dans l'étude tout de suite là du test, parce qu'il y a un test pratique vers la fin, lorsque nous allons entrer là, vous allez comprendre de qui je parle. Donc il n'y a que les mains sales. Donc les mains sales ici désignent toute personne ayant en son sein ces comportements pareils. Et en matière politique, il faut toujours mentir, selon Odorer, dans les mains sales. Et en matière politique, il faut toujours ici faire des crimes. Il faut faire même ici des tueries. Et lorsque vous suivez Nicolas Machiavel, il dit qu'en politique, on ne tue pas, mais on écarte les dangers. Donc ici, vous allez comprendre qu'il s'agit de ces comportements de ce genre-là. Parce qu'il n'est pas rare de mentir en politique. Quand on sait que ces mensonges-là peuvent arranger. Parce qu'en matière politique, ce qui est difficile, c'est soit la conquête du pouvoir. Mais après la conquête du pouvoir, il y a aussi un élément capital qui est sa conservation. Si on peut acquérir facilement le pouvoir, mais la conservation, c'est autre chose. Donc ici, vous allez comprendre que conquérir le pouvoir et le conserver, voilà tout ce qui est problème chez les leaders politiques dans le monde. Donc là, pour conquérir le pouvoir, ou bien pour le conserver, le plus souvent, il faut mentir. Le plus souvent, il faut commettre des crimes. Le plus souvent, il faut tuer. Le plus souvent, il faut trahir. Il faut tromper. Donc ici, par les promesses, ils peuvent, même si elles ne sont pas maintenant la réaliser, mais tant mieux, vous êtes arrivé à votre objectif. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les mensonges politiques. Nous allons voir de plus clair dans la partie test. S'agissant du résumé de cette œuvre, l'histoire de cette pièce se passe dans un pays imaginaire, Illyrie, après la Deuxième Guerre mondiale. Pièce de cet tableau où Hugo, jeune intellectuel d'origine bourgeoise, est entré dans le combat révolutionnaire. Il se voit confié par le Parti communiste
l'assassinat d'Odorer, chef de la tendance majoritaire, accusé de collaboration avec la droite, parti bourgeois. Après avoir longtemps hésité, Igo le tue. Mais quand le parti change plus tard, de ligne politique, Odorer, dont la voie politique est désormais considérée bonne, est réhabilité. Ainsi, les communistes décident de venger Odorer en tuant Igo, devenu un témoin gênant. Mais Olga soutient que Igo peut encore servir à quelque chose. Voilà, chers élèves, chers candidats et chères candidates, ce qu'on peut retenir du résumé de cette œuvre. Cette œuvre dont il s'agit d'une pièce de théâtre. Et l'histoire dont elle parle, l'histoire là se passe dans un pays imaginaire appelé Illyrie. Se passe ici vraiment dans un pays imaginaire appelé Illyrie. Nous sommes vraiment dans la après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on remarque? Igo est le personnage central. Il était de la bourgeoisie. Bourgeoisie, donc du capitalisme. Il quitte le capitalisme et il vient entrer dans le communisme, dans le parti communiste. Et dès qu'il a quitté, le fait qu'il a quitté le capitalisme et venu dans le communisme, le parti communiste là, il a occupé un poste stratégique. Et à un moment, ici, on a confié à Igo la lourde, la difficile tâche d'exécuter, c'est-à-dire de tuer Odorer. Odorer était un chef dans le parti communiste. Mais lorsque ce chef est dans l'intention de signer une alliance avec un parti bourgeois, c'est là les militants du parti communiste n'ont pas digéré cela. Ils ont considéré cette idée ou bien un tel fait comme étant une pure trahison, comme étant de la tromperie. Ils sont trahis, ils sont trompés vraiment par leur chef qui est Odorer. Donc, ils méritent d'être assassinés, ils méritent d'être tués. Donc, c'est à Igo que cette mission a été confiée. Il va longtemps hésiter. Mais comment tuer un chef? Mais finalement, Igo sera introduit auprès d'Odorer comme secrétaire particulier. C'est en ce moment-là, il va essayer de tuer Igo, de tuer Odorer. Mais comment il va tuer Odorer? Il n'y a pas de feu sans, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ici, il faut voir. Et Igo doit avoir un argument. Quelle est la preuve par quel acte il peut tuer, ouvrir le feu sur Odorer? Un beau matin, Igo était de passage devant le domicile de Odorer. Et là, l'idée est venue en lui de venir saluer son chef. Il ouvre la porte et il vient voir sa femme, la femme de Igo, qui s'appelle Jessica. Il vient voir la femme de Igo, assise sur les jambes de Odorer. Et ils sont en train de s'embarrasser.
Il y avait même ici les traces de rouge à lèvres sur les lèvres de Auderer. C'est ce qu'il ne fallait pas. Et là, dès qu'il a poussé la porte, ici, Hugo, finalement, a ouvert le feu. Donc, 3 coups de pistolet sont partis. Ainsi, Auderer est tué. Mais après avoir tué, Auderer a été remplacé par un autre chef. Mais ce chef, lorsqu'il est venu, les gens du Parti communiste ont regretté amèrement de leur acte. Comme on le dit, trop tard, le médecin après la mort, ils ont su évaluer, ils ont comparé les faits, ils ont compris que, et pourtant, Auderer était un meilleur chef, était un bon chef. Il ne fallait pas l'éliminer. Il fallait ici vraiment les laisser, c'est le regret total. Mais finalement, comme ils ne peuvent plus faire revivre Auderer, mais au moins, Auderer dont ils vantent maintenant là, les mérites, les bienfaits, ceci, cela, mais tout ça là, c'est après la mort, ils vont décider de réhabiliter Auderer. Ils vont même aussi essayer de le venger. Venger en faisant quoi? En éliminant Hugo. Hugo qui a été commandité par les chefs du Parti communiste. Donc, ils vont essayer ici vraiment de chercher comment, après avoir réhabilité Auderer, mais comment les venger ici en tuant Hugo. Mais aussi, dans les partis, on va voir tout de suite là, dans l'analyse et dans les tests pratiques, qu'il y a dans le roman là, dans l'œuvre là, cette pièce de théâtre, ce qu'on appelle une femme imposante. Elle s'appelle Olga. Olga va obtenir l'autorisation de ce chef, elle aussi, de ce chef hiérarchique dans les partis, de sonder Hugo. Et si au moins il pouvait donner un sens, une signification, une définition à son acte. C'est-à-dire, est-ce c'est un crime passionnel ou bien c'est un maître politique. Donc, mais vous allez voir tout cela à travers les tests que Hugo ne va pas reconnaître les faits. Parce qu'il va dire, comme il est dit, ce n'est pas lui qui a tué, il n'avait que remué les doigts. Et c'est le hasard qui a tiré peut-être. Donc là, on va lui poser la question, est-ce que c'est de la jalousie? Il dit jalousie, peut-être, mais pas de GGK. Donc là, on dit, bon, ainsi, il est dans ça là, et c'est là où il tombe dans l'absurdité. Cela nous amène à parler de l'analyse de l'œuvre. Dans l'analyse de l'œuvre, nous comprenons aisément que l'Illyrie dont il est question est un pays imaginaire où se passe la scène, c'est la Hongrie. L'Illyrie dont il est question n'est que la Hongrie. Tout le monde connaît la Hongrie. C'est un pays de l'Europe centrale. En 1945, pendant les élections, le Parti communiste au nord hongrois obtient 17%. 17% des voix contre les impérialistes et les conservateurs. Voyant cet échec du Parti communiste, Auderer a compris qu'il est difficile, sinon impossible, d'instaurer le communisme dans un pays où les partis bourgeois sont très puissants. C'est pourquoi il a voulu cette alliance des différentes classes. Aux communistes qui s'étonnaient d'une telle proposition, il répondait. En politique, il n'y a pas de morale. Seule l'efficacité compte. Cela veut dire que tous les moyens sont bons s'ils sont efficaces. Mais pour les autres communistes, le moral doit sous-entendre la politique. Donc tous les moyens ne sont pas bons. Aussi, cette pièce de théâtre pose un autre problème, c'est-à-dire
la vie absurde des personnages. Car au pourquoi et comment de son action, Hugo n'arrive pas à donner la réponse satisfaisante parce qu'il vit dans l'absurdité. Enfin, Les Mains sales, comme toutes les œuvres de Sartre, expliquent sa philosophie, l'existentialisme. L'existentialisme considère l'homme, non pas dans son passé, ni dans son futur, mais dans son présent, dans son existence même, c'est-à-dire son présent. D'où l'existence précède l'essence. Pour Sartre, il n'y a pas de nature humaine, mais la condition humaine. Nos actes permettent de nous juger et qui déterminent l'avenir de l'homme. C'est dans ce cadre que Sartre soutient que l'homme est le seul responsable de son avenir. Il ne doit compter sur aucun Dieu pour forger son avenir, car l'homme est le boulanger de sa propre vie. Chers candidats, chères candidates, voyez, dans l'analyse de cette pièce théâtrale, nous voyons effectivement que l'imagination d'un pays qui est faite, Illyrie, c'est la Hongrie. C'est là que, ici, Odorer vivait. Lorsque son parti, le Parti communiste, il a voulu gouverner dans une autre région où c'était le capitalisme. Les bourgeois sont forts, sont puissants. Il ne peut pas faire ça. Ils ont d'abord fait l'élection. Mais à l'issue de cette élection, le Parti communiste qui vraiment veut conquérir n'a eu que 17%. Comme avec 17%, un si bas pourcentage, on peut diriger sur un autre territoire où le parti n'est pas majoritaire. C'est bien faisable. Politiquement, il faut faire des alliances. C'est ce que Hugo a fait. Il a alors signé des alliances avec les partis capitalistes pour vraiment régner là. Mais le tort à Odorer, c'est seulement de signer cette alliance-là sans consulter sa base. Les militants à la base n'étaient pas contents, n'étaient pas pour. Dès qu'il a fait ça, vraiment, il a fait provoquer ici le mécontentement par-ci, par-là des militants. Il y a eu trop de remue-ménage. Ainsi, finalement, comme je le disais, dans le résumé, les partis communistes, ici, vraiment, les militants ont décidé en commun vraiment de le tuer, de se débarrasser de lui. Parce qu'ils ont compris en lui comme étant un chef qui a trahi, comme étant un chef qui a menti, comme étant un chef ici vraiment qui n'aime pas les partis communistes. Donc c'est en cela qu'il y a eu ce qu'on appelle Hugo, avec cela a coïncidé la venue de Hugo, du capitalisme. Hugo était là, dans ces partis-là, dans le capitalisme, c'était un parti bourgeois, il a quitté là pour venir. Ça aussi, dans l'analyse politique, cela signifie la transhumance politique, qui se fait même de nos jours. Un citoyen peut quitter un parti A pour un parti B, et vice-versa. Donc ça, c'est normal. Donc c'est ainsi que ici, Hugo va essayer de... les habitants, pas Hugo maintenant, les militants du Parti communiste vont essayer de se débarrasser de Hugo. Mais dès lors que vont se débarrasser de Odorer, dès lors que vraiment Odorer est tué, vraiment la mentalité change. On a compris vraiment comment Odorer les traitait bien, les dorlotait, les faisait ceci, cela, etc., etc. Donc ici, vous allez comprendre que c'est ainsi que vraiment Odorer va leur dire que en politique, il n'y a pas de morale. En politique,
on peut mentir. En politique, on peut tromper. Mais c'est l'efficacité qui compte, comme l'a dit Machiavel. Donc, tuer, mentir, tromper, trahir, tout ça là, c'est bon. Seule l'efficacité compte. Un chef ne doit pas hésiter de tuer, de tromper, de trahir. Mais aussi, s'il ne travaille pas, ici, il doit être vraiment, il n'est qu'un tyran dont on doit se débarrasser par assassinat. Donc c'est là que nous parlons de trahison, de mensonges. Et dans ça, pour mieux faire la politique, il faut savoir user les mensonges, la tuerie, la tromperie. Ça, c'est évident. Vous allez comprendre que... Donc, la pause. Donc, nous sommes arrivés à la pause. Je vais vous reprendre tout de suite là. Bien, donc c'est là que nous avons parlé de cela. Il y a eu trahison, ceci, cela. Donc en matière politique, il y a mensonge, il y a crime. Effectivement, ici, nous parlons de cela. Et vous allez comprendre, il y a, comment il s'appelle, Amadou Kourouma, qui nous dit qu'en matière politique, la politique n'a ni yeux, ni oreilles, ni cœur. En politique, les biens et les mal portent les mêmes pains, se vendent et se s'achètent au même prix. Donc, chers élèves, chers candidats, chères candidates, nous sommes pris par le temps. Et je sais que peut-être on n'a pas eu l'occasion, la chance de lire les textes, mais peut-être la prochaine fois, nous allons commencer par ce texte. Comme c'est un cours participatif, vous aurez le temps de poser des questions. Si Dieu le veut bien, nous allons essayer de répondre à ces questions. Bonsoir.